Bon, prenons un objet tout simple. Un petit disque blanc avec un dos en métal brillant. Ouais, le truc très épuré, très Apple, quoi. C'est ça. Ça fait à peu près 3 centimètres de diamètre, ça pèse genre 11 grammes et ça coûte quoi autour de 35 euros. Moins cher qu'un repas au resto, en fait. Voilà. Et sur le papier, cet objet, l'AirTag d'Apple, c'est l'illustration parfaite de la promesse technologique. Résoudre un truc super frustrant du quotidien, comme perdre ses clés ou son sac. Tu l'approches et hop, tu n'y penses plus. Exactement. Sauf que, dans notre analyse d'aujourd'hui, on va explorer des sources qui racontent une histoire vraiment très différente. On se base notamment sur une enquête monumentale de Block News qui s'appelle AirTag, la démocratisation de l'espionnage amoureux. Le titre donne tout de suite le ton. Quand on plonge là-dedans, on réalise vite que ce petit bout de plastique a eu des répercussions sismiques, vraiment. Totalement. Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre comment un miracle technologique conçu pour retrouver des clés a pu se transformer en outil de surveillance de masse. Ouais. Et pour donner d'emblée la mesure du problème à ceux qui nous écoutent, il y a un chiffre d'ITV News au Royaume-Uni qui m'a vraiment frappé. Vas-y, je t'écoute. Depuis l'apparition de ces dispositifs, les cas de traceurs GPS signalés dans les affaires de contrôle coercitif au Royaume-Uni ont augmenté de 317%. Attends, plus de 300%? Ouais, 317%. C'est énorme. C'est énorme. Mais c'est délirant. Ça veut dire que du jour au lendemain, les forces de l'ordre se sont pris un mur. Ils n'étaient absolument pas préparés à ça. Bah oui, on imagine bien. Bon, décortiquons tout ça. Pour comprendre comment cet outil est détourné, je pense qu'il faut d'abord comprendre pourquoi il est si redoutablement efficace. Parce que la technologie n'a plus rien à voir avec les vieux traceurs GPS d'il y a 10 ans. Ah non, ça n'a rien à voir. Avant, un mouchard, ça impliquait une carte SIM, un abonnement téléphonique. Et il fallait le recharger super souvent, non? Exactement, tous les 3 ou 4 jours. C'était gros, c'était lourd. L'AirTag, lui, il est sorti en avril 2021 et il fonctionne avec une simple pile de montre qui dure 1 an. Et c'est là que je me pose une question. Comment un truc aussi petit arrive à envoyer une position géographique sans aucune connexion à un satellite? Alors ce qui est fascinant ici, c'est l'architecture du système. L'AirTag n'a pas de GPS en soi. Ah bon? Non, s'il devait communiquer avec des satellites, la pile mourrait en quelques jours. L'idée de génie, techniquement parlant, c'est qu'il parasite le réseau Bluetooth d'Apple, le réseau Find My. Ok, donc il émet juste en signal. Voilà, il émet un signal Bluetooth en continu. Et c'est là que le cauchemar commence pour la vie privée. Chaque iPhone, chaque iPad ou Mac allumé dans le monde devient une antenne relais. Sans même que le propriétaire le sache. Totalement à son insu. Ton téléphone capte le signal de l'AirTag d'un inconnu dans la rue, y associe sa propre position GPS et l'envoie sur les serveurs d'Apple. Tout ça de manière chiffrée et en arrière-plan. D'accord, donc c'est comme si Apple avait transformé chaque passant dans la rue en un détective privé qui travaille pour toi. C'est une excellente analogie. Mais c'est fou, il rapporte silencieusement la position de ta cible. Si je glisse ce truc dans le manteau de quelqu'un, je n'ai pas besoin de le suivre. Les gens dans le bus, les clients au supermarché, ils vont faire le travail de filature pour moi. Exactement. Et avec plus d'1 milliard d'appareils Apple actifs dans le monde, la couverture urbaine est quasi infaillible. Et dans l'enquête, il parle beaucoup de la technologie l'ultra-wideband. C'est quoi la différence avec le Bluetooth classique? Alors, le Bluetooth te dit en gros que l'objet est dans un rayon de 10 mètres. L'ultra-wideband, c'est comme un mini radar directionnel. Ah, c'est la fameuse grosse flèche sur l'écran du téléphone. Voilà, la flèche verte qui t'indique la direction exacte et la distance au centimètre près. C'est parfait pour trouver des clés sous un coussin, mais c'est aussi parfait pour retrouver un mouchard caché derrière la garniture d'un siège de voiture. Ouais, l'envers du décor est sombre. Mais il y a un truc qui m'a vraiment choqué dans les documents. C'est le fameux angle mort d'Android. Ah oui, c'est un point absolument crucial de cette analyse. Quand Apple lance le produit en 2021, il prévoit des alertes anti-pistage, mais uniquement pour les utilisateurs d'iPhone. Exact. Si un AirTag inconnu te suivait, ton iPhone finissait par te prévenir. Mais pendant presque 3 ans, de 2021 à mai 2024, les téléphones Android représentaient 72% du marché mondial. 72% des gens n'avaient aucune protection? Aucune. Tu avais un Samsung ou un Google Pixel, tu ne recevais aucune alerte automatique si on te suivait. Eva Galperine, de l'Electronic Frontier Foundation, elle a été super dure là-dessus et à juste titre.
Comment une entreprise avec autant de moyens a pu ignorer sciemment la moitié de la population mondiale? C'est la grande question. Eva Galperine souligne vraiment cette grave faille de conception. Ils ont créé un réseau de surveillance mondiale, mais n'ont pas protégé que leurs propres clients. Ça ressemble à un choix commercial presque cynique. Il aura fallu attendre 2024 pour qu'Apple et Google se mettent d'accord sur un protocole commun d'alerte. Et le problème, c'est que cette faille technologique de 3 ans n'est pas restée théorique, hein. Elle a créé une fenêtre d'opportunité mortelle. Et ça nous amène justement au coût humain, parce que la technologie, elle précède souvent le drame. Et les chiffres sur les violences conjugales font froid dans le dos. Complètement. Les agresseurs et les harceleurs ont tout de suite compris le potentiel du truc. En Australie, une enquête a montré qu'un quart des acheteurs de ce type de traceurs avaient des antécédents de violences conjugales. 25% des acheteurs. C'est pas une anomalie, c'est un vrai phénomène de société. Et le SPARC, un centre de prévention américain, rappelle que le stalking, le harcèlement obsessionnel, ça triple le risque d'homicide par le partenaire. 300% d'augmentation du risque. Et derrière ces pourcentages, il y a des histoires glaçantes. Les études de cas de l'enquête sont vraiment dures à lire. Tu penses à l'affaire d'Indianapolis en 2022 ? Ouais, André Smith, sa compagne cache un AirTag dans sa voiture, elle le localise dans un bar avec une autre femme, et ça finit comment? Elle le percute mortellement à 3 reprises avec son véhicule. Un meurtre directement facilité par une localisation en temps réel. Mais le cas qui m'a vraiment bouleversée, c'est celui de Jaylin Flores à Chicago en juillet 2023. Parce que cette affaire montre que même quand la victime fait tout ce qu'il faut, le système échoue. Exactement. C'est l'exemple tragique par excellence. On rappelle les faits. Elle a 21 ans, elle trouve le traceur, elle alerte la police. Elle obtient même une ordonnance de protection. Et malgré tout ça, son ex la localise et l'assassine sur son lieu de travail. C'est terrible. Et ça soulève le problème majeur du calibrage des alertes par les ingénieurs. C'est là que je veux en venir. Alors, qu'est-ce que ça signifie au fond? Si une victime suit le protocole à la lettre, trouve le traceur et prévient les flics, mais finit quand même assassinée, C'est que la sécurité du produit était insuffisante dès le départ. mais oui. Au début, l'alerte sonore de l'AirTag, elle se déclenchait après 8 à 24 heures. C'est technologiquement insuffisant. Les ingénieurs se disaient sûrement, bon, pour pas que ça sonne pour rien, on va attendre. Sauf que pour une victime de stalking, 24 heures de délai, c'est la différence entre la vie et la mort. Et ça prouve aussi que l'alerte technologique ne compense pas la lenteur de la réponse policière. C'est un décalage fatal, ouais. Mais les partenaires violents ne sont pas les seuls à exploiter ce réseau fantôme. Ah oui, le grand banditisme. Ça aussi, c'est un sacré morceau de l'enquête. Les criminels professionnels ont vite adopté le gadget. Et particulièrement les réseaux de voleurs de voitures de luxe. Ils ont développé une méthode qu'on appelle le spotting. Comment ça marche concrètement? Au lieu d'essayer de voler un gros SUV sur un parking de centre commercial en plein jour, ce qui est très risqué. Trop de caméras, trop de témoins. Exactement. Au lieu de ça, le voleur passe discrètement, se baisse et colle un AirTag sous le passage de roue ou derrière le pare-choc. Ça prend 2 secondes. Et après, ils n'ont plus qu'à attendre. Voilà, le propriétaire rentre chez lui avec sa voiture, l'AirTag donne l'adresse exacte au voleur grâce au réseau silencieux, et à 3 heures du matin, ils viennent tranquillement pirater la voiture devant la maison. On a vu ça au Canada, au Royaume-Uni et partout en Europe. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'on a un paradoxe total. L'alerte anti-stalking dont on vient de parler, celle qui est souvent trop lente pour sauver une vie, parfois c'est elle qui sauve la voiture. C'est vrai, il y a plein de cas où le conducteur reçoit l'alerte sur son iPhone, fouille sa voiture, trouve le mouchard et le jette. Sauf que ce chaos, il crée des situations surréalistes. J'ai halluciné en lisant ça, le maire de New York, Eric Adams, qui recommande officiellement aux citoyens de cacher des AirTags dans leur propre voiture pour lutter contre les vols. Ouais, il a fait des conférences de presse là-dessus. C'est le serpent qui se mord la queue. Les autorités nous encouragent à utiliser des traceurs pour faire le boulot de la police. Mais quand les citoyens le font, on voit ce que ça donne. Ça finit en autodéfense catastrophique. L'affaire du Texas en 2023. Un homme se fait voler sa voiture, il la traque avec son AirTag, il trouve le suspect et au lieu d'appeler la police, il l'abat. Un meurtre en plein jour. C'est la justice façon Far West. L'immédiateté de la technologie pousse les gens à court-circuiter l'état de droit. T'as l'information en temps réel sur ton téléphone, la tentation d'y aller soi-même est énorme. Et ce contournement de la loi nous amène justement à la réponse des législateurs. Parce qu'ils ont l'air d'avoir toujours, mais alors toujours, un train de retard. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, c'est le grand classique. La technologie avance à la vitesse de la lumière et le droit avance en boitant. C'est flagrant quand on compare les États-Unis et la France. Aux États-Unis, c'est un patchwork. Pendant longtemps, plus de la moitié des États n'avaient aucune loi couvrant spécifiquement le pistage GPS grand public.
Il a fallu des tragédies pour que ça bouge. Exactement. Au Kansas, il a fallu le meurtre de 2 femmes en 2023, liées à des AirTags, pour que l'État daigne enfin modifier sa loi. Avant ça, les policiers ne pouvaient parfois même pas prendre de plainte car l'outil n'était pas défini dans le code pénal. En France, par contre, l'enquête explique que le code pénal est un peu mieux outillé, non? C'est vrai, hein, les articles 226.1 sur l'atteinte à la vie privée et 222.33.2 sur le harcèlement englobent le fait de pister quelqu'un à son insu. Le cadre légal est plus protecteur. Mais il y a un énorme mais. Un très gros mais, ouais. La charge de la preuve. Parce que l'AirTag, par conception, ne stocke aucun historique de localisation. C'est le comble. Tu vas à la police avec le mouchard que tu as trouvé sous ta voiture. On te demande depuis quand vous suit-on, quel trajet a-t-il vu, et tu ne peux pas répondre. Tu n'as que la position à l'instant T, Voilà. pas d'historique. Donc prouver juridiquement l'étendue du harcèlement devient quasiment impossible. Ce qui explique ce fameux recours collectif massif de 2022 contre Apple, mené par 37 plaignantes aux États-Unis. Et le juge a refusé le non-lieu en 2024, donc l'affaire est sérieuse. Très sérieuse, oui. Mais, et là je vais me faire l'avocat du diable du 11 secondes, Vas-y. des marques comme Tile ou des traceurs pas chers à 5 € sur Amazon, ça existait bien avant 2021, et souvent sans aucune protection anti-harcèlement. C'est tout à fait vrai. Est-ce qu'on ne fait pas un procès à Apple juste parce que leur réseau est le plus grand et le plus efficace? Je veux dire, Apple se défend en disant qu'on ne peut pas blâmer le fabricant d'un couteau pour un meurtre à l'arme blanche. C'est leur ligne de défense principale, oui. Et ils rajoutent, à juste titre, que l'AirTag a sauvé des vies, des enfants retrouvés, des patients atteints d'Alzheimer localisés à temps. Et puis les améliorations logicielles de mai 2024 montrent qu'ils essaient d'endiguer le problème. Mais est-ce que l'argument du couteau tient vraiment la route juridiquement parlant? Ah oui, selon les plaignantes. Parce qu'un couteau, une fois vendu, le fabricant n'a plus rien à voir avec. Alors que l'AirTag, il ne fonctionne que parce qu'Apple maintient activement une infrastructure mondiale de relais via les téléphones de ses clients. Ah oui, c'est Apple qui fait tourner le réseau en permanence. Voilà. Ce n'est pas un objet inerte. Et donc la question, c'est est-ce qu'une entreprise qui déploie une telle infrastructure de surveillance a la responsabilité légale d'en anticiper les dérives? C'est un débat vertigineux. Et pour être honnête, je pense que le problème dépasse largement Apple. C'est le concept même de ce traceur abordable qui a changé la société. Totalement. Si on devait synthétiser un peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ce n'est pas juste l'histoire d'un gadget tech qui a mal tourné. C'est le constat qu'on a tous accepté un mensonge de communication. Le fameux localisateur d'objets. Exactement. On appelle ça un localisateur d'objets, alors que de fait, c'est le système de surveillance de masse le plus puissant et le moins cher de toute l'histoire humaine. Pour 35 €, monsieur et madame tout le monde ont accès à un pouvoir de filature qui avant était réservé aux services de renseignement ou à des détectives privés. Et c'est pour ça que tout ça a de l'importance pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Ça prouve que l'anonymat physique dans l'espace public, c'est terminé. Ce n'est plus garanti par défaut. C'est effrayant de se dire que notre propre téléphone peut être utilisé à notre insu pour pister un inconnu qui boit son café à la table d'à côté. Et cela soulève une question importante pour l'avenir. Et c'est peut-être la réflexion la plus troublante de toute cette affaire. Laquelle? Je veux en venir. Demain, quand ces puces de localisation coûteront 3 centimes et auront la taille d'un grain de riz, quand elles seront intégrées de manière totalement invisible directement dans le tissu de nos vêtements à l'usine ou dans la semelle de nos chaussures, comment on fera pour savoir si on est suivi? Quand l'objet qui nous traque est celui-là même qu'on porte sur nous. Exactement. À ce stade, la notion même d'espace privé ne va-t-elle pas tout simplement définitivement disparaître? C'est une pensée glaçante mais incontournable. On va s'arrêter sur cette réflexion pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur de la surveillance moderne. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle analyse.